Bonjour à tous et bienvenue dans Inemployable, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs, artistes, sportifs qui ont pris leur passion comme CDI. C'est vraiment une école de la vie, le poker, c'est vraiment un truc de malade, quoi. Ça m'a aidé aussi à accepter que tu peux prendre les bonnes décisions plein de fois et que ça marche pas quand même. Et perdre, ouais. Voilà. Et dans l'entrepreneuriat, évidemment, il y a beaucoup moins de chance, mais il y en a quand même. Et donc du coup, j'ai aucun problème à échouer et à continuer d'agir, tu vois. Alors qu'il y a plein d'entrepreneurs, quand ils échouent, c'est le drame, ils s'en veulent trop, ils sont paralysés. Moi, je m'en fous. Pour l'épisode 3 cette semaine, je rencontre Simon Sanchez, alias Peanuts, un ancien joueur de poker professionnel qui a accumulé table pendant près de 4 ans. Il partage maintenant sa connaissance dans cette discipline sur son blog et sa chaîne YouTube Kill Tilt, T-I-L-T. Il me raconte le quotidien d'un joueur professionnel de poker, ses conseils pour trouver sa voie et sa vision du business des formations en ligne. Avant de commencer, je souhaite clarifier une expression utilisée au poker que l'on n'a pas définie pendant l'interview. Cette expression, c'est monter en limite. Cela veut dire payer plus pour entrer sur chaque table que tu joues, mais aussi gagner plus, forcément, ça va avec. Sur ce, je vous laisse avec cette petite interview. Ok, café, brioche. Bonjour Simon. Salut à toi. Aujourd'hui, je suis grave content de t'avoir sur le podcast parce que j'ai appris le poker grâce à toi. Eh Et je me ben, suis vraiment intéressé à tout ce qui était poker en ligne et gagner un peu d'argent sur ça et perdre un peu d'argent aussi parce que j'en ai perdu. logique. Euh, Grâce à toi et grâce à ton blog qui apporte énormément de valeur. Donc, présente-toi et présente ce que tu fais avec ton blog et tes activités. Ok, ça marche. Écoute, je m'appelle Simon Sanchez, j'ai bientôt 35 ans au mois de juin. Et alors je sais pas exactement ce qu'on développera plus tard, mais pour me présenter très rapidement, aujourd'hui, je suis le créateur gérant du site killtilt.fr, qui est aussi et surtout même une chaîne YouTube actuellement. Et le but, c'est d'aider les joueurs de poker à progresser techniquement et mentalement. Mais bon, plus largement, on organise tout ce qui a trait au poker via notre communauté sur Killtilt, quoi. Ok, ok, bah grave cool. Et à la base, toi, t'étais un joueur de poker. Du coup, comment t'as découvert vraiment cette discipline? Et est-ce que t'es devenu pro? Et comment ça s'est passé toi, pour toi la découverte de cette discipline et ton évolution dans ce Ouais, jeu-là? ouais, bien sûr. Écoute, moi j'ai découvert le poker, vraiment découvert au sens propre quand j'avais 6 ou 7 ans, je crois. C'est mon grand-père qui était joueur d'échecs qui m'a fait jouer au poker à 5 cartes pour le fun, quoi. Après, j'ai joué un peu avec des potes, je sais pas, mais je me rappelle vraiment à 10 ans qu'on avait joué avec des centimes, des allumettes puis des centimes. Ouais, c'est ça, on avait 10, 11 ans, hein, c'était juste avant le collège, donc c'est ça. Après, j'ai fait peut-être, voilà, là, ce dont je te parle, j'ai dû faire peut-être une dizaine de parties, quoi. Et Ouais, puis un jour, j'ai découvert le Texas Hold'em No Limit, là, quand j'avais 20 ans. yes. 20 ans, c'est Là, ça. on est où là? Excuse-moi, je te coupe Là, juste. on est, 20 ans, on devait être vraiment, ouais, 2003, je pense, ça doit être, ouais, ça doit être ça, Ouais, si je dis pas ok. de bêtises. De toute façon, je suis né en 85, donc ouais. Peut-être 2005 plutôt du coup. En tout cas, c'était il y a vraiment longtemps. Et j'ai découvert du coup le Texas Hold'em No Limit à 2 cartes via un pote tout simplement qui avait découvert, tu sais, le poker sur Canal+ avec Patrick Bruel et World Poker Tour. Ouais, ouais. Et moi je suis un gros, enfin j'étais surtout parce que plus trop maintenant, enfin plus du tout même, mais j'étais un très gros gamer et du coup j'adorais les jeux vidéo en ligne et à cette époque-là je jouais plus aux jeux vidéo en ligne, j'avais fait un tout petit break et quand j'ai découvert le poker ça a un peu remplacé ça. Donc j'ai joué avec mes potes en live, j'ai adoré, je suis rentré chez moi, j'ai tout de suite tapé poker dans Google, j'ai téléchargé le premier logiciel, j'ai déposé directement 10 euros. Je me suis mis à jouer 3 heures tous les soirs, directement pendant une semaine. Et puis voilà, là j'ai de suite Ouais. accroché. Et après c'était parti quoi. Après je sais Et à pas la à ba- quel point tu veux que je détaille la suite, mais Ouais, ouais, t'inquiète, j'en ai t'inquiète. vécu. Ok, C'est c'est juste devenu. histoire de présenter rapidement comment t'es rentré dans la discipline. Voilà, là c'est vraiment la Et, découverte. et à la base, sur les jeux vidéo auxquels tu jouais, pardon, tu jouais à des jeux vidéo de stratégie? Les deux, enfin j'ai joué à Counter-Strike 1.6 à l'époque. Puis j'ai beaucoup joué à Counter-Strike Global Offensive, j'ai arrêté récemment. C'est- Et j'ai joué aussi énormément à StarCraft. StarCraft Brood War et StarCraft 2. Les Justement, deux je jeux pense à ça parce que je pense à un joueur de poker en particulier qui est assez connu, Elki, ouais. c'est Elki, ouais, et qui venait justement de Ouais, bien ce sûr. vidéo-là, je crois, StarCraft. Ouais, j'ai joué contre lui d'ailleurs à StarCraft à l'époque.
Et ça a dû être assez difficile de gagner, je pense. Ouais, non, mais clairement, enfin, nous, on était joueur amateur total. Lui, il était déjà pro, il était à Nice. Enfin, j'habite Nice, quoi. Il était passé dans un cybercafé, il y avait un petit tournoi et j'ai joué contre lui, on s'est fait éclater direct. Et voilà. C'était- Et du coup, à 20 ans, du coup, tu commences le poker en ligne. En fait, donc on est en 2005, donc c'est vraiment les débuts. Je sais pas exactement, je situe pas exactement la time-lapse du poker en ligne en France, mais je sais que, en tout cas, 2005, c'était les débuts, quoi. Ouais, mais Et ça s'est ouvert au marché en France en 2010, en fait. Donc, ouais, voilà, ouais, c'était plus que les débuts. Alors, donc Winamax, ils sont arrivés, je sais que c'est le leader actuel du poker, et ils sont arrivés donc en 2010. bah ouais, c'est ça. Enfin, ils existaient sur le point .com, en fait. Ils sont arrivés en France en 2010, mais Ouais. ils existaient déjà sur le point .com, ce qu'on appelle le point .com, le marché international qu'il y avait avant, quoi. Et directement en 2005, tu te dis, il y a moyen de gagner un peu d'argent avec, ou c'était complètement récréatif, comme on dit Non, non, dans le direct, je voulais gagner loisir. de l'argent avec, je vais pas se mentir. Ouais, Enfin, moi, quand je joue à un jeu, c'est pour gagner, et gagner au poker, ça veut dire gagner de l'argent, en fait. Donc, mais ouais, clairement. après, j'avais pas d'ambition particulière, mais j'étais content de gagner un petit peu. Quand on monte les premiers 100 euros, puis les premiers 500 euros, puis les premiers 1000 euros, c'est comme atteindre des classements dans les jeux vidéo, et là, c'est de l'argent, quoi. C'était Et du coup, c'est sur les premières années que tu commences à grinder, c'est-à-dire à beaucoup jouer. C'est une question, hein. Est-ce que tu Ah, commences à pardon. beaucoup jouer sur les Non, 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 premières non. années? Au début, je suis étudiant, donc je joue vraiment quand j'ai envie de jouer. Il y a des semaines où je joue beaucoup plus que d'autres. Il y a même des moments où je joue pas du tout pendant, je sais pas, peut-être plusieurs mois, quoi. Je me remets Ouais. aux jeux vidéo, donc enfin, franchement, j'avais aucune autre ambition que m'amuser et essayer de gagner. Mais pour moi, gagner, c'était juste gagner des toutes petites sommes, quoi. Je jouais vraiment des toutes petites sommes. Et ensuite, bah, j'ai monté, je sais plus. À un moment, quand même, je me disais, il y a peut-être moyen vraiment. En fait, moi, je donnais des cours particuliers à côté pour gagner un petit peu d'argent en tant qu'étudiant. Ouais. Et je crois que je prenais 12 ou 15 euros de l'heure selon les élèves que j'avais. Ce qui est pas beaucoup. Bah non, mais c'est au-dessus du SMIC, hein. Donc, Ouais, ouais, je dis ça parce et que c'est moi vrai que aussi c'est pas j'en beaucoup. donne en fait actuellement, Ouais, ouais, non, c'est sûr, et c'est pas beaucoup. 12-15 € de l'heure, t'es vraiment dans la tranche basse, tu vois. Ouais, 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 je sais bien. Mais bon, faut voir aussi que c'était en 2005. Et donc, Ouais. forcément, par rapport à il y a 15 ans, bon, je sais pas combien c'est maintenant. Mais peut-être c'est un peu plus. Bon, peu importe. En tout cas, à ce moment-là, je me dis que peut-être je peux gagner ça au poker, voire plus. Et je vois Ouais. mes résultats, je commence à calculer mon gain horaire. Je fais, ouais, en fait, il y a grave moyen de gagner 12 euros de l'heure. Puis je commence à me renseigner, je commence à découvrir des forums. Et là, je vois qu'il y a vraiment des gens qui sont professionnels, quoi. Donc je commence à me renseigner, je tombe sur des sites, des sites pour s'entraîner et devenir meilleur au poker, je regarde les vidéos et je vois qu'il y a moyen en fait. Enfin, je vois que les joueurs pros ce qu'ils font, c'est pas. Enfin, ils sont bien meilleurs que moi, mais c'est pas inatteignable quoi. Et eux, ils gagnent des tonnes. Donc là, je me dis qu'il y a moyen et bah, je monte une petite bankroll, je commence à avoir 2000 euros de côté, 2 3 000 euros. Et là, il y a un mois en fait où. Enfin, il y a une soirée surtout où je monte à une limite et puis je vois qu'il y a moyen. Je me fais défoncer parce que j'ai pas de chance, mais je vois que si ça s'est passé normalement, j'aurais pu gagner. Donc là, je tente un mois à fond où je vais pas à la fac en fait, c'était la rentrée. On pouvait s'inscrire Ok. jusqu'en octobre Du coup, tu et te je mets vraiment en décide. mode pro, quoi. Voilà. Je me rends compte que ma dernière année de fac, elle sert à rien. C'était un master 2. Il y avait vraiment plus grand chose à T'étais en apprendre et je quoi? me dis, ben, moi, j'étais en philosophie politique. Et c'est Ok. un peu une de mes nombreuses passions. Mais du coup, voilà, je me dis, bon, bah, enfin, de toute façon, pourquoi pas tenter un mois, quoi. Puis je vois qu'en un mois, je prends l'équivalent de 800 euros, si je dis pas de bêtises. C'est Puis pas là, je mal. dis, bon, bah, allez, on le tente. On le tente, je m'inscris pas à la fac. Et puis je passe un an à essayer de monter de l'argent, en fait. Et là, bah, j'ai de la chance parce que ça se passe bien. Ça aurait pu mal se passer. Mais bon, en même temps, le niveau était vraiment catastrophique à l'époque, quoi. Donc, c'était vraiment facile. Et voilà, et là, je commence à être vaguement pro parce que enfin, je gagne pas de quoi bien en vivre, mais je monte une bankroll suffisante. Et donc, après un an comme ça, d'entre-deux, j'ai continué à donner un peu des cours par et tout, quand même, tu vois. Ouais. Et après, là, je suis parti en Thaïlande avec des joueurs professionnels. Et c'est là que j'ai vraiment été joueur pro. J'ai joué à des plus grosses limites et commencé à dégager des très gros, enfin, très gros revenus pour moi à l'époque. Mais commencé à faire régulièrement 50 80 euros de l'heure. Donc voilà, enfin, passer un gros cap, quoi. Et là-dessus, juste avant du coup ton Master 2, t'as fait quand même une petite roadmap des risques parce que
tu n'es pas sans savoir que la variance, c'est quand même énorme. La variance, c'est le fait que tu peux gagner ou perdre sur un petit échantillon, c'est une question de chance pour la majorité. Mhm. Tu Et confirmes, je donc, suis pas le pro du truc. oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Et, même euh, sur, et tu t'es sur pas dit, beaucoup ouais, de sur points. un mois quand même, il y a pas mal de chance, tu vois. Si, c'est pour ça que je voulais confirmer sur une première année de petits tests, quoi. Ouais, Et mon ok. idée, c'était que si la première année de petits tests se passait correctement, bah, si après, derrière, je mettais les bouchées doubles avec des joueurs pro et tout, j'allais pouvoir peut-être m'en sortir. Donc, sur la première année de petits tests, là, j'ai vu que c'était pas que de la variance. Sur un gros échantillon, j'étais gagnant. Et je voyais aussi que j'ai parlé à des joueurs professionnels en plus haute limite et ils me disaient non, non, mais t'es bon, t'as le niveau. Donc, enfin, il n'y a pas que la variance aussi, il y a l'évaluation que font les Ouais, meilleurs ouais. joueurs. J'ai dit ok, bon bah là on le tente et voilà. Là évidemment, j'ai pas fait n'importe quoi à me lancer. Bien sûr, je savais qu'il y avait beaucoup de variance et de chance sur le court terme. Ok, Voilà. ok. Et du coup, tu pars en Asie, en Thaïlande? C'est ça? Ouais, C'est ça que c'est tu dit? ça. Du Ouais. coup, tu arrives en tant qu'un peu de digital nomade. Est-ce que c'était le terme Je crois que ça adéquat pour toi là? existait même pas à l'époque. Peut-être, hein, Ouais. mais je crois Si, pas. ça C'était existait un 2000. peu, ça existait un peu. Ouais, Enfin, en 2007, ok. ouais, c'est le début, en gros. Tim Ferriss, tu vois, un peu. Ouais, ouais, je vois très bien. Je connais très très bien. Mais oui, Euh, oui. Bah, en tout cas, en France, personne connaissait quasiment. ouais, en France. Enfin, déjà Quasiment. maintenant, c'est un peu Ouais, obscur. Donc, voilà. j'imagine bien, il y a plus de 10 Ouais. ans, la connaissance à propos Ouais. de la chose. Et du coup, est-ce que tu pars en mode digital nomade ou tu pars en mode je vais rejoindre une communauté de joueurs de poker pro et je vais grinder, je vais m'améliorer. Ouais, c'est ça. Moi, je vais kiffer et grinder, m'améliorer et monter de l'argent pour vraiment avoir un matelas de sécurité et être professionnel, quoi, tout simplement. Ok, ok. Enfin, moi, j'en avais marre de Paris. Moi, je suis niçois à la base. J'aime pas du tout Paris. Enfin, c'est pas contre les Parisiens du tout, hein, mais la ville, j'aime pas. Il y a rien qui me plaît. Il y a du bruit, c'est cher, il fait moche. Enfin, moi, ça me plaît pas, quoi. Désolé pour les Parisiens. Encore une fois, c'est pas du tout contre les Parisiens. Moi, cette ville me plaisait pas du tout par rapport à ce que j'aimais. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, Thaïlande, c'est bien, c'est moins cher, il fait encore plus beau qu'à Nice, c'est une aventure géniale et il y a plein de joueurs professionnels, let's go, quoi, c'était parfait. Parce que du Ah, coup, c'est sûr. j'avais besoin de moins d'argent pour vivre en plus, donc c'était parfait pour pas prendre de risques la première année, quoi. Ouais, c'est sûr qu'avec, enfin, je sais pas combien tu faisais sur la première année, mais si le premier mois, tu as réussi à faire 800 euros par mois, en Thaïlande, avec 800 euros par mois, c'est la vie d'artiste. Ouais, plus Euh, trop maintenant, mais à l'époque, ça a passé. Non, non, mais je gagnais bien plus quand même entre-temps, hein. Je commençais à faire des mois à 3000, 4000, ouais, 5000. ok. Donc Et, en Thaïlande, oui, oui, et largement. là-dessus, qu'est-ce que tu mets en fait dans ta bankroll de sécurité, ton épargne de sécurité, pour justement pallier à cette variance en termes de pourcentage? Bah, c'est pas trop un pourcentage en fait, c'est plutôt une règle de buy-in, c'est-à-dire que tu regardes les limites que tu joues. Donc moi je jouais en NL 200, donc c'est-à-dire Ouais. le tapis fait 200 euros quoi, et on conseille d'avoir au moins 100 caves. Donc faut avoir au moins 20 000 euros de côté quoi, de bankroll pour jouer juste au Ah poker, hein, oui, pas sur ok. le compte. Donc voilà, ça c'était la base et puis voilà. Justement, c'est un peu la règle que j'avais suivie grâce à toi et à tes vidéos quand j'avais juste commencé, tu sais, sur Winamax, j'avais mis 100 euros Ouais, pour jouer à ouais, le plus petit le vert. buy-in qui était NL2, je crois, un truc comme ça, c'est Ouais, ça? c'est ça, c'est ça. Donc en fait, tu mets 2 euros sur la table et je jouais plein de tables en même temps. Bah oui, Et logique, tu multiplies. ouais, 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 du coup, je m'entraînais vraiment, je suivais les conseils, tu vois. Et, Bah c'est bien. et est-ce que toi, t'arrives à jouer, vraiment, t'arrivais à l'époque à jouer combien de tables en même temps tu faisais? Moi c'était 4 au début, 6 après. Ouais, ok, ok. Voilà. Et une fois que tu passes de ce mode étudiant à ce mode poker pro, la pression que t'as au niveau famille, amis, tu vois, elle Non, est moi, il n'y en comment? avait C'est-à-dire, aucune, hein, c'est pas- il y en a aucune? j'ai eu de la chance. Moi, mes parents s'en foutaient complètement. Ils me disaient, tu fais ce que tu veux, tant que t'es heureux, on s'en fout. Enfin, vraiment, ils m'ont toujours dit ça depuis que je suis tout petit, en fait. Donc, Ouais. aucun souci. Sauf la première année où je l'ai dit à personne parce que je voulais avant tout valider mes résultats. Mais une fois que je suis passé pro officiellement, on va dire, aucun problème. Mes potes, pareil. Non, non, ça y est, j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ça. J'ai été soutenu, encouragé et aucune pression. Parce que moi, je m'imagine bien quand même beaucoup d'amis, de famille qui disent, ouais, fais attention, les jeux d'argent, les choses comme ça. Ouais, non, mais Même c'est si normal. tu peux être tout très très prudent et tout, forcément quand les gens connaissent pas. Et toi, vraiment, t'as eu aucune Non, réaction. vraiment zéro. Ouais, Non, je non, pense que. moi, mes parents m'ont toujours fait totalement confiance. Donc, non, enfin, ça, j'ai vraiment eu de la chance, encore une fois.
qui m'ont dit vraiment, tu fais ce que tu veux, t'es responsable, tu payeras les conséquences s'il y en a, Ah, génial. tu te relèveras s'il faut, voilà, fais ta life, quoi. Donc, ça, j'ai eu de la chance. Ok. Et en termes d'une journée typique d'un joueur pro de poker, c'est quoi, en fait? Parce que Et ça, vraiment, ça dépend des gens, quoi, parce que justement, surtout à l'époque, quoi. pour toi, À l'époque. Ouais, pour ouais. toi en tout cas, tu vois, parce que je sais qu'il y a les joueurs de tournois live et il y a les joueurs de cash game sur Internet, et je pense qu'il y a plus de joueurs de cash game, forcément. C'est-à-dire, Ben, ça et- dépend, je sais pas. ça dépend, Maintenant, hein. il y a joueurs de tournoi aussi. Mais non, moi, en fait, ça a beaucoup changé entre le début de ma carrière, on va dire poker, et la fin. Mais au début, c'était n'importe quoi, hein. Je me couchais à 6 à 7 heures du matin, je me réveillais à Ah ouais. 14 heures. Oui, oui, c'était n'importe quoi, une hygiène de vie désastreuse. Et à la fin, et donc je jouais, je sais pas, je commençais à jouer à 14 heures jusqu'à 20 heures, des fois un peu le soir. Et puis après, j'ai mieux structuré tout ça. Je commençais à me lever plus tôt, à commencer à jouer à midi. Mais en fait, à partir de 9 heures, je faisais du sport, de la méditation, je travaillais mon jeu. Et j'ai beaucoup changé. Donc en fait, si tu veux, il n'y a pas vraiment de journée type parce que tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais. Donc chacun s'organise un peu comme il veut. Ça dépend des fuseaux horaires aussi. Alors, il y a des joueurs, ils vont au Mexique pour être sur les fuseaux horaires qui les arrangent en France. Des Américains, non? Ouais, voilà. Donc il y a beaucoup de choses possibles. Mais bon, maintenant ça a changé. Mais à mon époque, en majorité, les joueurs de poker avaient une journée type assez décousue, avec une mauvaise hygiène de vie, à se coucher tard, etc. C'est pas difficile de garder un bon niveau, parce que moi je vois un peu ça comme un sport, comme les jeux vidéo, je vois un Ouais. peu ça comme un sport où il faut quand même une hygiène de vie, tu vois. Et c'est pas difficile de garder un bon niveau si tu as une santé, euh, on va dire en dents de scie, et une vie sociale en dents de scie, ce genre de choses. Si, si, forcément. Après, je veux dire, c'est pas comme le sport. T'es pas, dans le sport, t'es sanctionné immédiatement Ouais, ouais. si t'es essoufflé ou quoi. Au poker, t'es quand même ben, voilà, assis sur ta chaise. Donc, effectivement, tu perds en concentration, tu perds en gestion émotionnelle, tu perds en motivation, plein de choses comme ça, ultra cruciales. Mais donc, forcément, c'est pas bon. Et puis, encore une fois, hygiène de vie, enfin, ça dépend jusqu'où ça va, quoi. Il y a des joueurs, juste se coucher tard, c'est pas si grave que ça, hein, si on dort 8 heures et voilà. Mais c'est juste un métier on est juste décalé. Par contre, si on fait que boire de l'alcool, qu'on mange mal, qu'on fait pas de sport, qu'on n'a pas de vie sociale, enfin, tu vois, chaque paramètre peut être plus ou moins catastrophique en fait. Il y a des gens qui n'ont pas de vie sociale, qui se couchent tard, qui mangent mal, qui font pas de sport. Et ça, bon, évidemment, là, ça devient très très compliqué. Et il y a des gens qui se couchent tard, qui ont quand même une super vie sociale, qui boivent pas d'alcool. Par contre, c'est vrai, ils font pas de sport, mais ça va. Et puis voilà, hein, ça suffit à faire le taf, quoi. Ouais. Ça dépend aussi des gens. Tu vois, avant, je t'aurais répondu peut-être différemment. Maintenant, ça dépend vraiment des gens. Globalement, évidemment, le Ok. top, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, mais tu peux avoir une mauvaise hygiène de vie et réussir aussi, malheureusement, comme des entrepreneurs. Il y en a qui prennent de la coke, qui dorment mal, qui sont alcooliques à moitié, qui ont une vie sociale très décousue, etc., et qui pourtant réussissent dans l'entrepreneuriat. Évidemment que ce serait mieux s'ils avaient une meilleure hygiène de vie et tout, mais voilà, Enfin, c'est peut-être ça aussi dépend. leur mode de fonctionner. En fait, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je pense à plein Ouais, de, aussi, 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 ouais. à plein de films, tu sais, les films sur les financiers, les trucs comme ça. Les mecs Hmm. sont complètement shootés parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ouais. Et c'est un peu un cliché parce qu'il y en a plein qui sont pas shootés et qui performent en général Ouais, encore ouais, mieux, mais quoi. je Mais parle oui, vraiment effectivement. des films là, parce que moi, Ouais, ouais. j'ai aucune connaissance là-dessus, Ok, sur les moi milieux j'en ai pour financiers. le coup, mais ok. Du coup, est-ce que toi, t'as eu une période où en fait, genre, il y a eu un isolement social à cause de. Quand je dis isolement social, je parle surtout du fait que tu t'es décalé. Hmm. Et si t'es décalé, forcément, c'est plus dur d'aller voir des gens. Je parle pas isolement social, Ouais. accro au Ok. poker, non. Je parle de vraiment, t'es décalé, c'est difficile d'aller voir des gens. Donc, comment c'est en fait la vie sociale, comment c'était en tout cas pour toi en tant que joueur de poker pro? Bah non, ça va, hein, parce que globalement, même si tu te lèves à midi, les gens, tu les vois pas le matin, tu les vois en soirée, à l'heure de Ouais. l'apéro. Donc, au contraire, quoi. Je suis en général le dernier à être couché et à 6 heures du matin, 4 heures du matin, je poussais pour que mes potes ils continuent de sortir et tout. Donc, non, non, après, c'est juste ta vie sociale, elle est décalée, elle est trop orientée sur la fête et les trucs comme ça. Et effectivement, j'étais rarement là pour les dîners à midi et encore moins les randonnées le matin, quoi, ça c'est sûr. Mais bon, à l'âge où j'avais, tu vois, entre 20 et 27 ans, le principal
lieu de sociabilité, on va dire, c'est les sorties, quoi. Les restos, les boîtes, les pubs, la journée, évidemment, mais la journée, j'étais là, et puis, s'il y avait besoin. Donc, non, non, ça, j'ai pas trop eu de problème Ok. là-dessus, on va dire. Ok, donc en fait, c'est vraiment un peu comme. Je vais extrapoler là, un peu comme un rythme de vacances pour moi, en fait. Ouais, c'est ça, hein. Franchement, c'est un rythme de vacances d'été d'étudiant, quoi. Ouais, ok. Et au niveau imposition, ça, je me demandais, est-ce qu'un joueur de poker s'est imposé sur ses gains et de quelle manière? Surtout si tu es nomade digital et que tu habites en Asie. J'ai Ouais, vu si une de j'habite tes en vidéos Asie. là, justement, il y a quelques minutes là, où tu disais qu'à Londres, c'est moins imposé ou pas du tout. C'est pas du Comment ça tout. marche? Bah, ça dépend de la fiscalité du pays, quoi. En France, t'es imposé, imposable. À l'époque, non, parce que c'était pas imposable, mais ils ont voté la loi, je sais plus quand. 2012, 2014, je sais plus trop. Ah oui, Et donc là, ça et dépend. là, en général, les gens se mettent en statut auto-entrepreneur et ils déclarent leurs gains comme ça, quoi. Et si tu dépasses le plafond, bah, tu crées une micro-entreprise et tu déclares tes gains, quoi. Comme si tu étais un freelance, en Ok, fait. ok, donc ça se passe vraiment comme en freelance, comme une entreprise. Exactement. Comme un Et freelance. s'ils ont régulé ça entre 2012 et 2014, c'est qu'il y a eu quand même un sacré vide pendant un moment, quoi. Ouais. Ben, pas tant que ça, parce que je sais plus, hein, si je dis 2012-2014, peut-être que je dis une bêtise, ça doit être quelque chose comme ça. Mais il y avait très peu de gens qui gagnaient de l'argent en poker aussi, donc Ouais, c'était sur le point com. Enfin, c'est juste que le fisc ont régulé, parce qu'il faut bien une loi pour réguler un secteur, mais bon, les recettes fiscales sont ridicules, si tu veux, par rapport au nombre de joueurs qui sont imposables. Il y a très peu de joueurs qui gagnent plus de 10 000 euros par an, de toute façon. Donc, les autres, tu ouais, les ok. imposes pas, ils gagnent pas assez, ils sont pas réguliers. Ouais, Mais clairement, bon, il fallait clairement. le faire. Il fallait le faire, c'est normal, évidemment. Et du coup, tu crées Kill Tilt, donc ton blog. Ouais. Tu crées ça en quelle année? Pourquoi? Alors là, je vais essayer d'être synthétique, mais ça va peut-être être un peu long parce que Ouais, c'est le but, t'inquiète pas, tu ok. peux. C'est assez bizarre en fait, parce que c'est devenu ma boîte, mais c'était pas censé l'être du tout, quoi, en fait. Bon, donc Ouais, en gros, ce qui se passe exactement, c'est que moi, comme je t'ai dit, j'adorais la philo, j'adore toujours la philo, la psychologie aussi, même si j'avais fait philo. Et je tombe, pendant que je suis joueur pro de poker, je tombe sur un bouquin de mental au poker qui enseigne tous les aspects, donc évidemment liés à la psychologie du jeu, la gestion des émotions, tout ce qui a trait, on pourrait dire comme le coaching mental dans le sport, tu vois, mais appliqué au poker. ouais, je vois très Ça me bien. passe, ça me passionne de ouf. Et comme je connais plein de joueurs professionnels, en fait, j'ai la chance d'être recruté pour être coach dans le plus gros site de poker, enfin de coaching poker de France de l'époque. C'était quoi? Limpers.com, ça s'appelait. Donc il y Ok, avait ouais. vraiment des joueurs monstrueux, dont certains étaient des connaissances que j'avais pu rencontrer en Thaïlande. Donc c'était une chance incroyable. Et là, je fais des vidéos. Donc moi, j'étais pas un joueur professionnel de ouf, tu vois. Je jouais pas à des limites de malade, mais bon, je suis quand même embauché et je fais En fait, je commence à partager mes connaissances mentales et je fais une vidéo mentale. Et en fait, la vidéo cartonne. Je m'attendais pas du tout. Elle cartonne de ouf sur le site. C'est une des plus vues. Parce qu'en fait, il n'y avait aucun contenu sur ça à l'époque. Et Ouais. donc là, bah, déjà, j'ai des joueurs professionnels qui sont infiniment plus forts que moi, tu vois, qui ont gagné plusieurs millions et tout, qui me remercient, qui disent putain, c'est trop cool de partager des trucs comme ça sur le mental, ce que tu as fait, c'est bien, etc. Du coup, bah, ça me donne envie de creuser. Puis je commence en fait à m'intéresser à ça et à vouloir partager du contenu là-dessus. Et le site, justement, ferme ce site-là. Et moi, entre-temps, je crée une chaîne YouTube juste pour partager gratuitement du contenu. Donc Et à la tu fais base, je ça, fais. Ouais, pardon, ouais. vas-y. Tu fais ça, donc ta première vidéo, elle était en anglais? Non, non, elle était en français, français, Ok, français. ok, donc Pour la c'était communauté vraiment sur française. la communauté francophone. Ouais, c'est ça. Ok, ok, Et donc, vas-y. bah, je fais des vidéos pour coacher les joueurs en toute petite limite, leur apprendre les bases du poker, ce que je fais toujours 10 ans plus tard. Mais et je fais des vidéos mentales également sur YouTube gratuitement, puis ça me plaît, et puis je commence à avoir plein de demandes de coaching. Il y a vraiment plein de joueurs qui voulaient que je les coach, quoi. Donc, je commence à faire un petit site, puis de fil en aiguille, j'ai un partenariat avec Winamax. Et là, je me dis, mais en fait, il y a peut-être moyen d'en vivre. J'étais encore joueur pro à l'époque. Et C'était puis quoi le comme poker, partenariat que Winamax il te propose là? bah, un contrat d'exclus où en gros, moi, je fais mes vidéos sur Winamax et puis je leur fais de la pub, quoi, en Ouais. gros. Et puis, en échange, ils me filent un petit contrat pour développer le site et voilà, hein. Et du C'est coup, c'est avec de bah, l'affiliation ou?
Euh, Non, même pas, il n'y a même pas d'affiliation en fait à l'époque. Ils me donnent une enveloppe à l'année et puis voilà. Ah Et oui, puis ok. moi je me top. Et, euh, et voilà, et en fait, moi le poker ça m'avait gavé. Très honnêtement, pas le jeu en lui-même, mais le fait de passer, je sais pas, 20-25 heures par semaine sur les tables et 10 heures à bosser la théorie, bah ça m'avait saoulé. Tout simplement, j'avais fait le tour. On n'a jamais fait le tour de quelque discipline que ce soit, encore moins le poker. Mais j'avais épuisé mon stock d'excitation et d'intérêt pour le jeu. Je pouvais aller plus loin, mais bah, ça m'intéressait pas d'aller plus loin, tout simplement. Moi, de toute façon, j'ai toujours voulu être prof. J'ai jamais voulu être expert de ouf dans un domaine, être chercheur ou quoi. Donc j'ai toujours Ouais. voulu enseigner. Et donc j'en savais largement assez pour enseigner aux débutants. Et je me suis rendu compte tout simplement en fait que j'étais plus heureux lorsque je transmettais du contenu et des connaissances que lorsque j'essayais d'être au top dans la compétition. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à le formuler. Genre il y a 5 ans, je suis même il y a 3 ans, je suis même pas sûr que j'aurais réussi à le dire comme ça. Et en gros, je me suis rendu compte que ma vocation, on peut dire dans la vie, ce qui m'anime, quoi, c'est de vulgariser du contenu de qualité et le transmettre et enseigner. Tout simplement. Et qu'être compétiteur, ouais, j'aime bien un peu pour le fun. 5, 15 heures par semaine, grand max, tu vois. Mais que c'est pas, ça m'intéresse pas du tout d'être le meilleur dans un domaine. Et évidemment, au poker, ben, si tu veux performer, il faut tout le temps essayer d'être le meilleur. Et c'est de la compétition, quoi, tout simplement. Donc ça m'avait plu un temps. Pendant 2, 3 ans, ça m'avait plu. La dernière année, un peu moins. Et puis là, j'ai eu cette opportunité. Et enfin, tout simplement, je m'éclatais, quoi. Je pensais qu'à ça, à ma prochaine vidéo. Ouais. J'adorais voir le feedback des gens et dire que ça les avait aidés. Donc voilà, j'ai commencé à développer ma chaîne YouTube, mon site, de fil en aiguille. J'ai pu décrocher un partenariat avec Winamax plus intéressant au niveau de monétaire, tout simplement, gagner plus d'argent avec eux. Et à ce Et ça moment-là, m'a tu permis. gagnes, tu gagnes assez pour vivre? Au tout début, pas du tout. Donc j'ai une petite partie de mes revenus qui sont liés à mon contrat avec Winamax, une petite partie des revenus qui sont liés au coaching et une autre partie des revenus qui sont liés au fait que je joue encore à côté. Même si je suis plus pro à 100%, je gagne encore un peu avec le poker. Et, euh, petit à petit, en fait, mon contrat Winamax augmentait et j'ai commencé à réduire un peu les coachings. Puis à un moment, j'ai complètement arrêté de jouer, j'ai complètement arrêté les coachings pour me focaliser que sur Kill Tilt. Ok. J'ai commencé à en vivre à 100%, je sais plus, il y a 6 ans, je dirais, un truc comme ça. Ah, ok, donc ça fait quand même un petit moment. Oui, oui. Oui, oui. 6, 7 ans peut-être, je sais pas trop. Un truc comme ça. Et Faudrait que je j'ai vu justement une vidéo où tu parlais de la notion de sens, où tu cherchais en fait en tant que joueur pro, tu avais du mal à trouver un sens entre guillemets à ta vie. Pourquoi? Parce que tu redonnais pas trop aux autres, tu redonnais pas trop aux autres. regarde. C'est ce que tu disais dans ta vidéo. Est-ce que ta position, elle a changé par rapport à ça? Ou c'est aussi une des raisons pour laquelle tu es passé sur ce côté blog, communauté, apprendre? En fait, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que oui, dans le sens où effectivement, tu te poses la question du sens et tout. Mais en fait, je crois que c'est un peu faux parce que effectivement, en tant que joueur de poker, t'apportes pas grand-chose aux autres. Encore que, on pourra en débattre parce que tu fais vivre une industrie du fait d'être professionnel et c'est parce qu'être joueur professionnel que le milieu existe et aussi beaucoup, etc. Donc bon, bref. Mais c'est juste honnêtement que ça me plaisait pas tant que ça. C'est juste ça. Ok. Et donc, en fait, quand t'aimes à fond ce que tu fais, tu t'en branles du reste. Tu t'en fous que ça ait du sens ou pas. En fait, ça a du sens du moment que tu kiffes à mort. Et je veux dire, il y a plein de gens, ce qu'ils font n'a aucun sens pour les autres, ça n'a pas de succès, ça ne marche pas, mais ils adorent faire ça. Il y a plein de musiciens, ils en vivent même pas. Ça n'a pas de sens parce que personne écoute ce qu'ils font, mais ils adorent composer. Et évidemment, leur rêve, ce serait d'en vivre et tout, et, etc. Mais donc je pense que c'est pas vrai. C'est juste que moi, je ne suis pas quelqu'un. Encore une fois, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Je ne suis pas un compétiteur dans l'âme. J'aime ça, mais pas par-dessus tout. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est apprendre des choses, être en contact de gens exceptionnels et comprendre et apprendre, et ensuite le vulgariser et le transmettre. C'est comme ça. Il y a des gens, ils adorent enseigner, il y a des gens, ils adorent être que. Tu vois, enfin, il y a plein de compétiteurs au foot ou au tennis, ils adorent par-dessus tout être les meilleurs et c'est tout, ils s'en foutent du Ouais. sens. C'est pas. Bon, après, on pourrait dire oui, mais ils apportent du plaisir aux joueurs, enfin au public, pardon, qui les regarde, les joueurs de foot. Mais je te dis, les joueurs de poker, c'est un peu pas. Moi, je connais plein de joueurs de poker qui adorent ce qu'ils font, ils s'en foutent complètement de servir à rien à la société. Ouais, Enfin, ouais, je vois. et en plus, encore une fois, c'est même pas forcément vrai parce que ils font tourner une industrie de par leur simple existence. Mais bon,
Donc, voilà, pour te répondre, j'ai changé là-dessus. Je pense que c'est un peu bullshit la question du sens. Je pense qu'en général, quand on se pose la question du sens, c'est qu'on n'aime pas vraiment ce qu'on fait. En fait, c'est assez relié, hein, mais Je pense, en ouais, c'est général, un peu ça. voilà. Maintenant, c'est vrai que de base aussi, je suis quelqu'un qui aime trouver du sens à ce que je fais et me dire que j'aide les autres et tout, mais bon, Mais c'est naturel, tu vois. je pense que tu peux trouver aussi du sens à ce que tu fais de façon personnelle. Juste, tu kiffes, c'est exactement ce que tu as dit. Exactement, c'est ça. Quand tu Ouais, adores ce que tu fais, tu trouves du sens, ça a du sens de kiffer ce que tu fais. Donc voilà, c'est tout. Et ça aide forcément les autres d'une façon ou d'une autre, a priori, quoi. ouais, ok. Voilà. Justement, moi je me pose un peu toutes ces questions enfin c'est de mon âge de me poser toutes ces questions de trouver un truc qui me passionne, un truc dans lequel je peux kiffer, un truc Ouais. qui aurait du sens. Et toi du coup vis-à-vis de ça, donc t'as bien plus d'expérience que moi. Et pour trouver ça, t'as mis combien de temps et c'est quoi tes conseils vis-à-vis de trouver son truc? Mm. Ah, franchement, faudrait vraiment en parler des heures, je pense. Mais pour faire vite, mon conseil numéro un, ce serait de regarder les gens que tu admires le plus et d'essayer de comprendre pourquoi tu admires ces gens-là. Parce qu'en général, les gens que tu admires le plus, ils ont des qualités que tu adores et que tu adorerais avoir toi aussi en général. C'est pas tout le temps le cas, mais en général. Ensuite, je conseillerais aussi de faire des tests de personnalité très poussés, genre le Big Five, le MBTI. Il y a aussi le Character Strength, enfin les forces de caractère, on pourrait dire en français, du VIA Institute. Voilà, ces trois tests-là, vraiment, m'ont beaucoup aidé. Je conseillerais aussi de lire beaucoup de bouquins et d'écouter beaucoup de podcasts et de trouver encore une fois ceux qui nous plaisent le plus ou qu'on admire le plus. En général, c'est Ouais, lié. Et d'essayer de comprendre pourquoi. Et ensuite, d'essayer de commencer à faire ça. À faire des choses qui sont en lien avec ce qu'on aime et tout ça, et notre personnalité. Et à un moment, tout simplement, on se rend compte qu'on est excité en se levant le matin et que ça dure un autre matin et que ça dure encore et encore. Et en général, c'est que là, on aime ce qu'on fait. Et c'est très compliqué parce que en fait, il y a plein de fois où on aime ce qu'on fait, mais plus au bout d'un certain temps. Et tu peux pas trop savoir pourquoi. En fait, c'est juste que tu as besoin de te confronter au monde et de chercher. Et au bout d'un moment, ça fit. Enfin, c'est comme ça, quoi. Bah, alors, des fois, il y a des gens, ça fit tout de suite. Depuis qu'ils sont tout petits, ils savent ce qu'ils veulent. C'est comme ça, c'est de la chance. Mais il y a des gens comme moi qui ont eu besoin d'essayer plein de choses et de chercher plein de choses. Et au bout d'un moment, bah, ils se connaissent assez, ils ont testé assez de choses pour se dire, ok, moi, ce que j'aime le plus, c'est ça. Je pense que je suis bon là-dedans. Je pense que je peux aider les autres là-dedans. Je pense que je peux gagner ma vie là-dedans. Je le fais, j'y vais à 100%. Et voilà, et ouais. ça implique de faire des sacrifices, d'arrêter de faire certaines choses. On peut pas s'éparpiller et tout faire. Donc voilà, je conseillerais ça. Lire Je beaucoup pense, de bouquins de développement personnel aussi, si ça nous intéresse. je pense que justement, ça, c'est le mythe du. Tu sais, t'as ta passion et va à fond et tout. C'est un peu rare, en fait, de savoir Bah ouais, je tôt pense. ce qu'est ta passion, en fait. C'est un peu propre au Ronaldo, au Messi, au Michael Jordan, par exemple, hein. Ouais. Euh, alors qu'en général, c'est pas le cas, quoi. Quand tu regardes la majorité des gens, la majorité de mes camarades de promo, la majorité des gens que je connais de mon âge, par exemple, ou même plus vieux, c'est difficile de trouver ce que t'aimes, en fait. Bah ouais, ouais, complètement. Pour trouver, je pense que le but, c'est d'essayer un max de choses. Bah oui et non, parce que le truc, justement, enfin, tu as raison en un sens, mais il y a un truc qui me paraît important, c'est que, ok, imagine, tu essayes un max de choses. Tu vas Ouais, essayer peut-être 100 choses en 10 ans, ce qui est énorme, parce que, enfin, en 10 ans, il y a 120 mois, donc tu peux pas non plus essayer une chose par mois. Mais admettons même que tu arrives à essayer 100 choses. Le, le champ des possibles est tellement vaste qu'essayer 100 choses sur un milliard de choses possibles, ou essayer 10 choses sur un milliard de choses possibles, c'est presque pareil, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, l'idée, c'est pas d'essayer plein de choses forcément, c'est surtout de savoir vers quelle direction il faut qu'on essaye plein de choses. C'est pour ça qu'il faut faire des tests de personnalité. Parce que, à force ah, d'essayer plein de ok. choses, tu te perds, à mon sens. Et la vie est ainsi faite qu'en fait, on n'essaye pas vraiment plein de choses tant que ça. Parce qu'on a des études, parce qu'on a plus ou moins un couple, on a d'autres passions, et puis à un moment on scrolle Facebook et les réseaux sociaux, puis on Ouais. mange, puis en fait c'est pas vrai qu'on essaye plein de choses. On peut pas essayer plein de choses en fait. Les gens disent ça, mais en fait, essayer vraiment quelque chose, ça prend des mois. Tu vois, c'est pas en essayant 4 heures quelque chose
que tu t'en rends compte si tu aimes vraiment. Il faut essayer 3 mois pour rencontrer des difficultés. Et quand tu rencontres des difficultés et que tu as encore envie d'y aller, c'est que tu aimes vraiment quelque chose. Mais ça peut prendre 3 mois, 6 mois vraiment d'essayer quelque chose, voire plus. Et quand je dis essayer, c'est vraiment avoir un premier aperçu assez vague. Donc en fait, tu n'as pas le temps d'essayer plein de choses. Tu peux explorer vite fait et tout. Mais moi, c'est pour ça que je conseille vraiment surtout d'essayer de comprendre qui on est. Comprendre qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, qu'est-ce qu'on admire chez les autres, qu'est-ce qui nous excite, quel genre de film nous excite, quel genre de livre nous fait kiffer, quel genre de personne on admire. Et au bout d'un moment, en faisant ce travail-là, qui est pas si long que ça, on recoupe des choses. Et là, on peut commencer en 5 ans à essayer 3-4 choses différentes qui sont dans cette direction. Et ça ira beaucoup plus vite que passer 20 ans à explorer plein de choses un peu Ouais. aveuglément. Et après, parce qu'il y a des gens comme ça aussi qui ont essayé de se lancer dans la voile, dans le bateau à voile, puis la cuisine. Puis en fait, ils aiment bien, mais ils aiment jamais au point de, tu vois, ils passent leur vie à explorer, puis ils ont 50 ans, ils sont blasés, ils disent ah j'ai raté ma vie. Donc, enfin, il y a plein de gens aussi que je connais qui ont fait ça et qui disent ah, tiens il faut que j'explore et tout. Puis au final, au bout de 10 ans, ils en sont au même point, tu vois. Puis ils finissent par prendre un taf alimentaire parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi. Donc là, je vais peut-être être à compte courant. Hein. Je dis pas que encore une fois, je dis pas que j'ai raison. Mais moi, ma conclusion, c'est plutôt qu'il vaut mieux apprendre à vraiment se connaître et ensuite chercher que chercher. Chercher, ça veut rien dire en fait. Tu vois, en fait, maintenant, le monde est tellement vaste, il y a tellement de ressources et de contenu, Surtout avec Internet, ouais. voilà, que les choix sont infinis. Donc même si tu essayes 100 trucs en 10 ans, c'est pareil que tu en essayes 100 ou 10. Si tu essayes un peu aveuglément, parce qu'un pote te dit viens essayer ça, tiens essaye ci, tiens ma boîte elle recrute, viens faire un stage ou quoi, tu dis ouais pourquoi pas, je suis ouvert aux expériences. Moi je pense que c'est pas une bonne idée. Moi je pense qu'il faut savoir qui on est, savoir ce qu'on aime, ça prend déjà beaucoup de temps. Et une fois qu'on sait un peu plus ça, Là, on euh, teste dans les voilà, champs là, des possibles. voilà, là on essaye de tester dans le champ des possibles. C'est beau, enfin voilà, en tout cas, c'est ce qu'a. Moi, si je devais me donner ce conseil à moi-même plus jeune, je me suis rendu compte après 15 ans, j'ai 35 ans globalement et j'ai commencé à me poser ces questions à 20 ans, peut-être même 15 ans. Ouais, même clairement 15 ans quand j'étais ado. Donc en 20 ans, je me rends compte que si on m'avait dit ça, j'aurais économisé un temps de ouf et j'aurais été encore plus heureux. Je considère que je suis très heureux, j'adore ma vie et tout, mais j'ai vraiment cheminé, je me suis torturé, j'ai essayé plein de trucs, je me suis dit, ah, en fait, je suis fait pour ci, pour ça. C'est juste que personne m'avait aidé à me connaître et à savoir qui j'étais, ce que j'aimais, ce que j'admirais et tout ça. Donc vraiment, mon conseil, ce serait celui-là et j'espère qu'il aidera peut-être des gens parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont un peu perdus et qui savent pas quoi faire à cet âge-là et c'est normal et que personne les aide parce qu'on leur donne justement des mauvais conseils, quoi. On leur dit ouais, il faut explorer quand on est jeune, mais c'est pas vrai. Enfin, à mon sens, c'est pas vrai. Il faut apprendre Ouais. surtout à se connaître et ensuite explorer. Et Voilà. du coup, là avec cette belle réponse, t'as spoilé une de mes questions de fin, Ah d'accord, qui désolé. était, qui était si tu devais donner un conseil à ton toi de 19 ans, qu'est-ce que tu lui donnerais? Bon, là, t'as répondu. Ouais, pas vraiment parce que c'est un peu vague. Honnêtement, je lui dirais, effectivement, j'ai un peu répondu. Je lui conseillerais immédiatement fais ces 3 tests de personnalité et lis genre ces 3 bouquins. Tu vois. C'est ça que je me serais donné comme conseil, quoi. Ok, ok. Bon, déjà, on a spoilé la question de fin. On passe. Sur le blogging, donc quand tu commences le blogging, tu te dis vraiment, c'est pour partager, quoi. Mm. Et est-ce que à ce moment-là, tu avais la connaissance des blogueurs entre guillemets américains du style Tim Ferriss, donc qui a écrit un bouquin La semaine de 4 heures sur comment vivre avec le business en ligne et garder un maximum de temps. Est-ce que tu avais ce genre de personnes, enfin, tu avais connaissance des écrits de ce type de personnes, des blogueurs américains, de ce genre de choses? Non, non, au début, pas du tout. J'ai découvert ça un peu après. Ok, Au début, pas du tout, du tout. Mais de toute façon, c'était même pas pour en vivre. Hein. Moi, je partageais ça ouais. parce que je kiffais et voilà, c'est tout. Et c'était quoi l'effet que ça t'a fait quand tu t'es dit ouais bah en fait c'est possible, sachant que tu venais déjà du poker donc d'une discipline qui est pas classique. Mhm. Ben, je me suis dit que c'était cool et qu'il fallait aller dans cette direction, quoi. Tout simplement. Et je me suis dit, ok, ben maintenant, je peux en faire en business. Je vais apprendre de nouvelles compétences pour être un entrepreneur, hein, globalement. Et c'est quoi du coup selon toi les principales leçons que t'as apporté le poker pour être un entrepreneur? Ouais, il y en a des tonnes, hein. Il y en a vraiment des tonnes, mais pour les essentiels, je dirais en un, évidemment, la gestion de l'argent. Parce qu'au poker, si t'es pas extrêmement bon pour gérer ton argent, ben, tu finis par plus en avoir.
Donc en fait, gérer ta trésorerie en tant que chef d'entreprise, mais c'est tellement simple une fois que tu as fait du poker. Et puis ça te décomplexe complètement de l'argent, le poker, parce que tu es habitué à perdre 5000 euros par-ci, par-là. Et puis c'est comme ça, quoi. Donc ça m'a énormément aidé pour la gestion de l'argent et le fait d'être décomplexé par rapport à l'argent. Euh, Ensuite, le poker m'a énormément aidé aussi pour la gestion émotionnelle, évidemment. Ouais. Le Parce qu'au côté tilt. poker, ouais, le côté tilt. Mais tout ce qui a trait aux émotions, à la gestion des émotions, quoi. Ça m'a beaucoup aidé pour ça, ça m'a beaucoup. Enfin, honnêtement, ça aussi. Enfin, c'est vraiment une école de la vie, le poker. C'est vraiment un truc de malade, quoi. Ça m'a aidé aussi à accepter que tu peux prendre les bonnes décisions plein de fois et que ça marche pas quand Et même. perdre, ouais. Voilà. Et dans l'entrepreneuriat, évidemment, il y a beaucoup moins de chances, mais il y en a quand même. Et donc, du coup, j'ai aucun problème à échouer et à continuer d'agir, tu vois. Alors qu'il y a plein d'entrepreneurs, quand ils échouent, c'est le drame, ils s'en veulent trop, ils sont paralysés. Moi, je m'en fous. J'échoue tout le temps. Il y a plein de choses que je rate et je m'en tape, je continue. Je dis, ok, bah ça, j'ai raté parce que c'était ma faute. Et puis, j'essaie de comprendre, tirer la leçon et m'adapter ensuite. Et il y a plein de choses où je sais reconnaître que ah, bah là, c'est juste la faute, t'as pas de chance, j'ai bien fait, c'est pas ma faute, il faut continuer, et voilà. Tu vois, il y a pas à me prendre la tête sur ça, quoi. Mm. Euh, Et que c'est ce soit surtout dans. ces points-là, je pense. Yes, Qu'est-ce que... ok. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou le poker, est-ce que tu as des exemples, des anecdotes d'échecs ou de gros tilt en fait que tu as eu euh, que Que t'as, j'ai eu moi ou auquel j'ai ouais, assisté? que toi tu as eu par exemple, je sais que c'est possible quand même dans le poker quand t'es joueur pro de perdre beaucoup d'argent en une semaine, tu dis ouais, j'ai perdu 3 SMIC, c'est chaud quoi. Enfin, je pense moralement c'est chaud, tu vois. Et comment toi tu gérais ça? Est-ce que ça t'est arrivé? Et dans l'entrepreneuriat, pareil, est-ce que tu as eu des gros échecs? Ouais, ouais. Bah, au poker, oui, oui, ça m'est arrivé de perdre 5000 euros en un mois ou quoi. Mais en fait, c'est toute une question de bankroll, encore une fois. Enfin, je veux dire, si tu perds 5000 euros, mais que tu as 40 000 derrière, ben, Ouais. ça va, quoi, tu vois, c'est censé. Après, c'est sûr que tu te sens pas bien, mais ça permet de relativiser. Et puis après, il y a aussi, bah, moi, la méditation m'a énormément aidé. Le travail de développement personnel que j'ai fait m'a énormément aidé. Et puis après, il y a juste aussi un phénomène d'habitude, tu vois. La première fois que tu parles en public, ben, si on se fout de ta gueule, c'est dur. La deuxième fois, c'est un peu moins dur. Puis aussi, tu apprends à devenir meilleur, à gérer les critiques. Et puis voilà. Et là, c'est pareil. Au début, tu perds 1000 euros, tu es au fond du trou. Puis après, ça va. Puis après, tu t'habitues et tu dis oui, c'est juste normal. Quand tu es joueur de poker, des fois, tu perds plein d'argent, mais ça fait partie du jeu. C'est pas grave, quoi. Donc, c'est surtout ça. Et après, tu m'as posé une fois une question sur le gros tilt. Ouais, en gros, j'ai vu pas mal de contenu à propos de ça, où il y avait des mecs qui complètement craquaient parce qu'ils perdent vraiment énormément Ouais, d'argent, ouais. de l'argent toute une vie, tu vois, sur un coup. Ouais, mais Après, ça, c'est pas des joueurs pro alors. ouais, non, c'est pas du tout des joueurs pros, mais j'ai vu en fait un podcast, je me rappelle plus, je crois que c'est un podcast de Winamax ou d'un d'un euh, d'un enfin, d'un site de jeu d'argent comme ça, où là c'était un joueur pro qui il disait ouais, même si il a une bankroll énorme derrière, euh, perdre, je me rappelle plus combien c'était la somme, mais c'était 50 000 euros sur un coup, ça te pique quoi. Enfin, Ouais, ouais, non, mais ça, tu manges clairement. un coup quoi. Surtout que c'était en live, tu vois le mec qui ramasse tes 50 000 balles. Mm, mm. Non, non, mais bien sûr. Mais ça aussi, c'est toujours pareil. C'est parce que c'est exceptionnel. Je pense que si ce joueur pro-là, il vivait ça régulièrement, au bout d'un moment, tu t'habitues. Et effectivement, même Surtout quand tu es joueur pro, tu peux te retrouver dans des situations exceptionnelles bah, auxquelles tu n'es juste pas habitué. Et évidemment, ça te met un gros coup dans la gueule, quoi. Et, mais en fait, enfin, bon, maintenant, c'est facile aussi à dire, hein, parce que j'ai beaucoup de recul et tout. Mais il faut vraiment apprendre à détacher de l'argent. Enfin, c'est toujours pareil, c'est facile à dire, mais en fait, enfin, faut pas du tout le voir comme de l'argent. Il faut le voir comme des points, ouais. comme un jeu vidéo, quoi. C'est un Ouais, score, et comme aux puis jeux voilà. vidéo, Et quoi. après, C'est game over si tu perds, mais game over, tu recommences. ouais, mais normalement, je te dis encore une fois, en plus, si tu gères bien ta bankroll, Il n'y a pas de normalement, game over. même quand tu prends cher, voilà, il n'y a pas de game over. C'est juste, ça fait très très mal. Même si tu es entrepreneur et que tu as des milliards dans tes comptes, le jour où tu perds 4 milliards, même si tu as 100 milliards, c'est horrible parce que c'est une somme énorme et tout. Mais bon, finalement, tu peux prendre du recul. La clé, c'est vraiment ça, c'est de bien gérer son C'est argent et faire le mieux pour gérer ses émotions. Et après, quand tu te prends un coup dans la gueule, ça fait mal. Il y a pas de. C'est comme si tu demandes à un boxeur, voilà, comment il a vécu ses KO. Bah, il était KO, ça fait mal, c'est horrible.
Mais ça fait partie du métier, quoi. T'apprends tu t'y habitues plus ou moins selon la fréquence et tout ça, quoi. Mais y a pas de façon de bien vivre un moment horrible, en fait. Sinon, ça s'appellerait pas un moment horrible. Mais Ok, tu peux apprendre à les encaisser intelligemment et à les vivre au moins pire possible, en gros. C'est ça l'idée. ok. Et en ce qui concerne ton blog, ça c'est une question purement personnelle, c'est-à-dire que je vois beaucoup de blogueurs et de créateurs de contenu en général qui monétisent leur audience grâce à des formations, des choses comme ça, et toi Mm. c'est pas la chose que tu as choisie, je crois, Non. hein, à ma Pas en connaissance. priorité, mais en fait, on va sortir une formation quand même en décembre. Mais effectivement, c'était pas du tout mon business model à la base, quoi. Ok, et en fait c'était juste ma question, c'était pourquoi? Parce que je sais que c'est ce qui génère le plus, en général en tout cas. Et pourquoi tu as choisi le business model d'apporter un maximum de valeur? Parce que notamment le e-book sur les bases du poker, Mm. moi, ça m'aurait posé aucun problème de payer pour, tu vois. Enfin, il y a vraiment Non, beaucoup mais de je valeur sais, bien dessus, sûr, tu ouais, vois. carrément. Et, Mais c'est euh, honnêtement, et ça, c'est juste une question de. En fait, moi, j'ai toujours adoré avoir du contenu gratuit et de qualité. J'ai voulu faire pareil, c'est tout. C'est vraiment juste ça. Et donc, ok, bah, après, évidemment, là, je vais essayer de faire une formation très poussée. Mais ouais, là, typiquement aussi, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de bullshit autour de ça et que plein de gens en fait vendent des formations payantes plus ou moins hors de prix clairement. et qui sont de mauvaise qualité et qui en fait sont moins bonnes que des livres à 20 euros. Donc ça me rend ouf, tu vois. Et je voulais pas être ce genre de personne, donc j'ai voulu et je ferai ça jusqu'au bout, quoi. C'est de faire du contenu gratuit de très grande qualité. Et après, bah là, je vais quand même vendre des formations. J'ai beaucoup hésité à le faire, mais déjà parce qu'il y avait de la demande. Et parce que je peux pas faire les deux. C'est-à-dire, je peux pas faire du contenu gratuit et de qualité pour le grand public et faire du contenu gratuit et de très grande qualité pour qu'un tout petit pourcent des joueurs qui sont peut-être les 5% les plus motivés. Et donc, non, il faut bien que je monétise mon temps, il faut bien que ma boîte elle grossisse aussi. Et donc, je me suis dit, ok, je vais faire une formation, mais contrairement à d'autres formations, déjà, elle coûtera pas cher. Elle coûtera, je pense, entre 80 et 120 euros, alors que Ce qui est enfin, vraiment moi, pas cher, ouais. ça me rend ouf, tu vois, ce que je vois. Bon, c'est un autre sujet, mais je pense vraiment que c'est n'importe quoi ce qui se passe actuellement sur les formations. Il y en a, c'est clairement de l'arnaque. Et il y en a, on est entre l'arnaque et le contenu de mauvaise qualité, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, et donc je voulais pas faire ça. Et maintenant, si je le fais, c'est parce que bah, moi-même, je respecte certaines personnes qui le font, donc j'essaie de faire comme eux. Ma formation, elle va me prendre peut-être 400 à 600 heures d'écriture et de réalisation, et elle coûtera entre 80 et 120, alors que la plupart des formations que j'ai pu voir, bah, je pense que les mecs, ils les bâclent en 50 à 200 heures et ils les vendent 400 euros plus. Donc, c'est. Enfin, moi, je te dis, moi, ça me rend malade. Moi, j'ai eu la chance de lire des bouquins à 15 euros qui ont changé ma vie, de mecs qui sont des malades mentaux dans leur business. Euh, et j'ai vu des cours gratuits de Harvard qui faisaient, Sur, je sais pas moi, 12 cours de 2 heures qui étaient gratuits et qui ont changé ma vie. Donc j'essaye un maximum de faire ça. Moi, de toute façon, je pars du principe que la connaissance devrait être gratuite au maximum. Après, de temps en temps, tu peux payer pour du contenu extrêmement spécialisé, extrêmement travaillé. Mais actuellement, il y a vraiment plein de formations. C'est de la merde et c'est trop cher. Enfin, c'est les deux, quoi. C'est-à-dire, c'est trop cher et c'est pas bien. Mais il y a des formations qui sont chères et très bonnes, et d'autres qui sont moyennement chères et très bonnes aussi. Et donc ça, évidemment, je l'encourage, je le respecte, et je vais essayer de faire ça au maximum, bien sûr. ok, ouais, bah, c'est une des raisons aussi pour laquelle je t'ai invité, c'est parce que tu fais partie aussi de ces créateurs de contenu qui gardent une éthique, une bonne, parce que il y a beaucoup de créateurs de contenu, surtout dans des niches comme le poker, qui Mm. sont attraits sur l'argent, qui vendent trop de rêves. Vraiment, moi je suis pas dans le milieu du poker et tout, mais quand je vois des pubs Facebook avec des Ferrari derrière, des choses comme ça, Ouais. je me dis les gars, vous abusez un peu quoi. Oui, Je oui, c'est sûr que pense, c'est je pas pense, mon état je pense d'esprit que non c'est plus. pas la vraie vie quoi. Et, Non, euh, non, clairement. et je suis totalement en accord avec le fait que les gens puissent vendre des formations, mais que ce soit de qualité et que ça vende pas du rêve quoi. Et il testait sur lui ce qui marchait le mieux, comment prendre du muscle, comment perdre du gras, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Et c'est assez intéressant, sachant que c'est un bouquin, ça coûte 15 balles, donc voilà. Oui, oui, non, mais c'est bah, ça, clairement, tu vois. Non, mais encore une fois, là, c'est vrai que j'étais un peu virulent, mais parce que je veux vraiment mettre en garde les gens contre les vendeurs de rêves. Voilà. Ok. Et Tim Du coup, Ferriss,
il délivre quand même plein de conseils de ouf. Mais la semaine de 4 heures, vraiment, de nos jours, je trouve que c'est complètement dépassé. Même s'il y a 3-4 conseils bons, il y a des bouquins infiniment mieux qui vont récupérer les 3-4 conseils et dire plein d'autres choses beaucoup mieux. Par exemple, le Personal MBA de Josh Kaufman, je sais pas si tu connais. Je connais, mais je ne l'ai pas lu. Je crois que c'est un Mais gros bouquin, non? Enfin, il est fat. je crois, ouais. Il doit faire Ouais, 400-500 pages. ouais, Et ok. c'est infiniment mieux, quoi. Le mec, en gros, il essaye de résumer 24 bouquins de référence dans plein de domaines de l'entrepreneuriat et tout. Ça, c'est un truc de malade mental. Mais évidemment, c'est moins connu parce que ça vend moins du rêve. Mais en gros, c'est un truc de ouf, quoi. Et encore, c'est qu'une piste de départ. Mais ça, c'est vraiment un bouquin qui, à mon avis, a beaucoup plus de valeur que. Mais bon, maintenant, encore une fois, la semaine de 4 heures, je pense que c'est aux États-Unis, c'est complètement dépassé, quoi. Il y a des Ouais. bouquins de business et Ça date un startups peu 100 aussi. 000 fois mieux. Voilà, c'est ça, c'est que ça date, quoi. Et du coup, bah là, tu as encore une fois spoilé ma question, ma dernière question. Bien joué. Là, la dernière question, c'était est-ce que tu as une ressource, un bouquin à proposer, à conseiller Ouais. plutôt? Du coup, tu restes sur le personnel MBA ou t'en as un autre? Ah, non, non, là, je parlais de ça. Ben, je sais pas, c'est compliqué, Un ça truc dépend. qui t'a vraiment marqué et que tu pourrais conseiller Ouais. vraiment à un ami qui est intéressé par l'entrepreneuriat, ou même le Ah, poker, ben, ou plein de dans choses, ce, vraiment. dans ce sens-là, je conseillerais Principles de Ray Dalio. Enfin, Ok, principe, en gros, quoi, en anglais, de Ray Dalio. Je sais pas si tu connais. pas du tout. Voilà, ben, tu vois, pourtant, tout le monde connaît la semaine de 4 heures. Ben, c'est ça, c'est un bouquin, c'est un truc de malade mental. C'est-à-dire que je pense qu'en 15 heures, pardon, pour 15 euros, t'as un truc qui a une valeur de infinie quasiment. Enfin, je veux dire, ça pourrait valoir. Ce bouquin, tu le mets en formation. La formation, elle pourrait coûter 15 000 euros. Enfin, c'est Bah, une valeur de malade mental. En gros, c'est le bouquin du plus gros gérant de hedge fund aux États-Unis qui a une boîte qui s'appelle Bridgewater Institute. ok. C'est un hedge fund, quoi, un fonds d'investissement, en gros. Et en gros, il résume tous ses principes de vie et ses principes de business. Et chaque phrase et quasiment chaque phrase, c'est de l'or. C'est Tout est masterclass. intelligent. Non, non, c'est un bouquin. Non, quand je dis masterclass, ça veut dire Ah, que c'est oui, c'est pardon. bien. Ah ouais, ouais, complètement. Je veux dire, le mec, il a 65 ans, sa boîte, elle vaut 14 milliards. Il donne plein de conseils gratuits sur Twitter. Ça, tu vois, c'est un peu un modèle pour moi. Alors, pas du tout sur l'éthique, parce que j'aime pas trop la finance, peu importe. Et pourtant, j'adore ce mec parce que sa démarche, c'est vraiment de donner un max de conseils gratos. Il répond à plein de gens gratuitement sur Twitter, sur plein de réseaux sociaux. Gratos, c'est vraiment lui qui répond. Il fait des vidéos. Et il a écrit un bouquin qui coûte le prix d'un bouquin normal. Et c'est vraiment un truc de. Moi, c'est le dernier bouquin qui m'a foutu une énorme claque. Je pense que soit dans les bouquins qui m'ont le plus marqué depuis 15 ans, c'est top 3, top 5 sur top 3, certain à 100 000%. Alors là, on n'est plus dans la même catégorie Ok. que Tim Ferriss, tu vois. C'est vraiment, tu le lis, ça change ta vie. Si tu le lis intelligemment, que tu prends des notes, que tu le relis tous les 6 mois et que tu appliques, parce qu'après, évidemment, il faut appliquer la théorie, tu as de quoi réussir plus ou moins tout ce que tu veux dans ta vie. C'est vraiment, enfin bon, voilà, je peux pas te le dire autrement. Lisez Ouais, ce ouais, livre. Le problème, là, c'est qu'il est chrono. t'as fait le bon pitch là. Vraiment, je pense Ah bon? que Ok. j'irai ajouter un coup d'œil là juste après. C'est Et, pas le but parce que j'ai pas d'action, mais j'ai pas de part sur les ventes. Mais en plus, bon, malheureusement, il moi, est je me qu'en doute. français. Ouais, tu vois, ça par exemple, typiquement, je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui vont prendre le contenu de ce bouquin, qui vont le résumer en le résumant mal et que ça va ressortir dans une formation qui coûtera 900 euros. Et puis le mec va dire que c'est ses idées, quoi. Et Ouais. ça va trop m'énerver. Alors que moi, dans ma formation, je vais me servir de plein de choses qu'il dit, mais je vais le citer et je vais dire allez lire son bouquin et tout. Alors qu'il y en a, non, non, ils vont dire que l'idée elle vient de lui et ils vont te vendre. Je te dis, c'est un truc de malade. Faut faire très attention aux gens qui font des formations dans un double sens. Faire attention parce qu'il y a plein d'imposteurs et d'arnaqueurs et faire attention aussi parce que si on trouve les pépites, il y a effectivement des formations, même si elles valent 900 euros. Après tout, pourquoi pas? Si le mec il fait la synthèse de 10 bouquins de façon brillante, parfait. Mais si vous avez la motivation de lire, lisez, il y a tout dans les livres. Il y a Ok. tout dans les livres. Et du Voilà. coup, Et Principles, vas-y, tu peux te faire plaisir. là, bah, mais je vais aller regarder tout de suite, hein, Ouais. vraiment. Et là, du coup, la petite dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver si quelqu'un a envie de te contacter ou même d'apprendre le poker avec toi, coaching, autre. Oh, ben, de base, hein, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, vous tapez Kill Tilt.
Et évidemment aussi sur mon site killtilt.fr. Ok, bah merci beaucoup Simon Bah merci à toi. d'avoir accepté et puis je te souhaite vraiment de réussir ta formation de manière éthique. Je vais essayer, je serai forcément satisfait, mais ouais, je vais essayer parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et beaucoup de gens me la réclament. On va voir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La première chose à faire si t'as aimé, c'est de me le dire via les commentaires, via les évaluations iTunes ou bien sur Instagram, @inemployable. Ensuite, la seule chose que je te demanderais, ce serait, si t'as aimé, d'en parler à un de tes amis, de lui partager l'épisode ou de lui partager tout simplement le podcast pour que le podcast soit de plus en plus écouté et que je me fasse un peu connaître. Voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et on se dit à lundi prochain.